Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, nous avons pensé qu'il serait important au départ de ce colloque de définir l'accessibilité. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, puisque nous allons parler de l'accessibilité aux médicaments les plus chers pour le moment, les médicaments oncologiques. Alors, je me permettrai de parler de définition d'abord de l'accessibilité, de voir un peu ce qu'a été l'histoire de l'accessibilité à travers le monde, parce que c'est important de savoir comment aujourd'hui, dans des pays comme les nôtres, la majorité de la population peut accéder aux soins de santé. Quels sont les participants qui décident et qui établissent les priorités en matière de soins de santé? Quels sont les partenaires qui permettent de faire cela? Et je me permettrai de tirer une conclusion. Tout d'abord, la définition de l'accessibilité est une définition européenne. C'est l'European Patient Forum qui a déterminé cette définition, et elle date déjà de 1981 par Penchansky et Thomas, et a été modifiée plusieurs fois par le pacte, c'est-à-dire le Patient Access Partnership. Et elle se résume en 5 A. En anglais: adequate, accessible, affordable, appropriate and available. Et on peut prendre cette définition en disant d'abord la disponibilité. Il est important que les soins de santé, et ceci à tous les niveaux des soins de santé, que ce soit les soins spécialisés ou les services de santé primaire, chaque service doit conduire à une bonne qualité des soins de santé et doit surtout être disponible pour l'ensemble des patients, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur race. Adéquat, il est clair que l'adéquation à la qualité des soins est un élément tout à fait fondamental et qui doit être continuellement revu à la lumière de notre devoir de médecin, c'est-à-dire d'être toujours conformément aux dernières découvertes de la science, mais aussi adapté à tous les besoins des patients. Accessible, l'accessibilité est quelque chose de tout à fait fondamental qui fait en sorte que tous les traitements, à travers tous les stages des maladies, tous les stages des soins, que ce soit de la médecine préventive vers la promotion des soins de santé et surtout du début du diagnostic vers tous les traitements, en incluant bien entendu en matière de soins de santé tous les aspects médico-sociaux. Approprié, ça veut dire que le service que l'on rend doit être adapté et ciblé en fonction des différentes populations, groupes et types de pathologies. Affordable, cela veut dire qu'il doit être accessible du point de vue financier, et d'une façon très importante, cet accès qui est de plus en plus difficile pour les personnes à des revenus très bas, il faut évidemment que ce soit abordable pour chaque patient, quels que soient ses revenus. Alors, l'histoire de l'accessibilité est une histoire extrêmement importante. Il faut savoir qu'au début, la maladie, elle est apparue dès le premier homme. Et donc, les hommes ont voulu s'entraider pour faire face à la pathologie, pour faire face aux difficultés, qui soient des difficultés sociales ou des difficultés médicales. Et cette maladie a toujours été considérée comme une punition des dieux, une punition de Dieu, et c'est pour ça que les premiers lieux de solidarité ont toujours été les lieux religieux. En effet, les patients se sont rendus vers les lieux religieux pour obtenir une rédemption, mais aussi pour obtenir une aide, pour obtenir un logement, pour obtenir de la nourriture. Et donc, la première solidarité est une solidarité caritative. En même temps, à travers l'histoire, nous sommes au Moyen-Âge par exemple, nous sommes dans un monde agricole où les patients sont dans des grandes communautés comme serfs de seigneurs et ils ont à peine comme revenu un petit lopin de terre à laquelle on leur donne des dispositions, un élevage, et il y a une solidarité intrafamiliale. Solidarité fort importante qu'on retrouve encore en Afrique aujourd'hui, qui est une aide importante dans la famille. Donc, avant la Révolution française, on retrouve
une solidarité essentiellement caritative et intrafamiliale. La Révolution française va changer complètement ces aspects-là. En effet, la maladie qui était une punition des dieux devient au contraire, l'État doit faire en sorte que les gens soient en bonne santé. La santé publique est une responsabilité de l'État. En 1792, nous verrons que dans la Déclaration des droits de l'homme, l'État est responsable du bien-être social des individus. Et c'est évidemment, la prise en charge est une prise en charge publique par les commissions des hospices civils qui vont s'intéresser aux gens et qui vont financer cela par l'impôt. La révolution industrielle au début du 19e siècle va encore modifier les choses. En effet, le monde, qui était un monde surtout agricole, va devenir progressivement un monde industriel avec des travailleurs et des gens qui vont avoir des revenus et des salaires. Et ces salariés vont se mettre ensemble pour créer des solidarités, des sociétés de secours mutuels qui vont se développer notamment auprès des industries. C'est ainsi que dans un pays comme le nôtre, vous savez qu'il y a plus de 3000 mutualités qui sont essentiellement des mutualités d'origine professionnelle, où les ouvriers se sont mis ensemble, se sont réunis dans des cafés en face des industries et ont créé les premières sociétés de secours mutuels pour créer une entraide et une accessibilité aux soins de santé, une accessibilité à la retraite, une accessibilité à la nourriture et à l'entraide. Cette solidarité va être développée après par l'intermédiaire des employeurs. En effet, voilà un grand homme qui va être un des deux grands hommes qui va modifier complètement l'accessibilité aux soins de santé et surtout la création des assurances maladie. Bismarck est certainement cet homme qui a le plus contribué à la participation des employeurs au financement de la solidarité. Et donc en 1889 exactement, la sécurité sociale obligatoire financée par les cotisations des employeurs et des employés va naître en Prusse et puis va se développer dans l'Europe entière. Un deuxième homme très important dans le domaine de la sécurité sociale, c'est beaucoup plus tard, c'est en 1934, Anthony Beveridge, qui va dire il n'y a plus assez de financement par les cotisations des travailleurs et des employeurs, il faut passer au contraire à un financement par l'impôt. Et c'est ainsi qu'il va faire naître, avec son fameux rapport, progressivement le National Health Service en Angleterre, qui va être financé essentiellement par l'impôt. Et la sécurité sociale dans nos pays, elle est une balance entre Bismarck et Beveridge. Je vous rappelle que la Belgique, c'est 2 tiers de Bismarck, 1 tiers de Beveridge. Et vous voyez que compromis à la belge, bien entendu. Vous voyez que à travers cette sécurité sociale qui a été assurée certainement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu que les dépenses en matière de soins de santé n'ont fait que croître et embellir dans l'ensemble des pays, certainement jusqu'au début du XXIe siècle. Et cette croissance, malheureusement, aujourd'hui, elle est absolument en décroissance. Et donc nous devons nous alerter devant ce problème de manque de financement des soins de santé qui risque de créer des médecines à 2 vitesses et qui risque de créer une non-accessibilité aux soins de santé pour les plus pauvres d'entre nous. Je crois que c'est important de le mettre en évidence. Alors quels sont les différents partenaires qui vont décider des différents soins de santé? Je vous rappelle que la décision est politique en matière de soins de santé. Nous sommes dans un système économique dans lequel on a peu de ressources et des besoins illimités. Il faut donc faire des priorités. Et ces priorités, elles se font en collaboration, d'abord avec les autorités qui prennent les décisions en matière de remboursement et de budget des soins de santé, bien entendu avec les médecins qui vont décider de l'efficacité technique des soins de santé, des choix qui sont faits dans les différentes pathologies, et certainement des choix qui doivent être faits sur le terrain. Ce sont les médecins qui rencontrent les patients. Enfin, les pharmaciens qui, par leur formulaire, vont organiser la distribution pharmaceutique, la distribution des médicaments, les hôpitaux
qui vont mettre au point les nouvelles technologies et vont certainement déterminer dans leur propre budget les priorités qu'ils vont établir. Et enfin, les patients qui jouent un rôle extrêmement important par leur comportement et par, bien entendu, leur éducation. Et enfin, l'assurance maladie, les mutualités qui jouent un rôle important dans les décisions de remboursement des différents soins. Alors ce partnership est très important. Nous voyons que pour faire face à l'avenir, il faut faire face à l'évolution des pathologies, qui de pathologies de type phénotypique vont devenir de plus en plus des pathologies génotypiques, avec des patients ciblés et très spécifiques qui vont créer une accessibilité tout à fait spécifique aux soins de santé et qui vont, bien entendu, devoir prendre des choix ciblés. Alors, il va falloir pour ça utiliser de plus en plus l'information et l'enregistrement des données cliniques, mais aussi des données financières. Je crois que c'est important de savoir que le big data est un élément tout à fait important pour l'avenir et pour créer cette accessibilité non seulement aux données, mais à l'information, par l'intermédiaire de choix qui devront être faits par des peer reviews pour définir les meilleurs chemins diagnostiques, les meilleurs chemins thérapeutiques, tant du point de vue de la technicité que du point de vue économique, et d'évaluer les nouvelles techniques par le Health Technology Assessment qui me paraît un élément tout à fait important pour respecter les aspects qualitatifs de ce dont nous parlions. De plus en plus, nous aurons aussi vers un paiement de la qualité. Je crois que ça a commencé par le financement des hôpitaux et ça va se développer de plus en plus, et un paiement à la performance. Retenez les durées moyennes de séjour dans les hôpitaux, par exemple. Alors, pour ce travail d'ensemble, quels sont nos buts? L'accès à des thérapies de plus en plus prometteuses pour nos patients, et nous allons en parler toute la matinée. L'accès au marché pharmaceutique pour les compagnies pharmaceutiques qui mettent au point des médicaments innovants. Et bien entendu, le management des incertitudes. Quand on met au point de nouveaux médicaments, on arrive devant un certain nombre d'incertitudes qui nous poussent à aller le plus vite possible pour les patients, mais nous ne savons pas si sur le terrain cela va se révéler effectivement efficace. Les solutions, c'est certainement d'intervenir pour des pathologies qui sont de plus en plus spécifiques et pour lesquelles il n'y avait pas de solution et pour lesquelles aujourd'hui nous trouvons des solutions. C'est de trouver peut-être des accords temporaires pour justifier le coût de ces différents éléments, mais aussi pour pouvoir enregistrer les données qui nous permettent de voir si ces médicaments sont réellement efficaces et s'ils ont une valeur, et aussi s'ils sont safe, ce qui est tout à fait important dans le domaine de cette accessibilité. D'où essayons de partager les risques entre public et privé. Je crois que l'avenir, c'est le risk sharing, c'est le partage entre public et privé. Et pour ça, il faut utiliser un dialogue permanent et très au départ de la recherche, au départ des avancées cliniques et des avancées en matière d'études cliniques. Il faut un dialogue permanent entre les firmes pharmaceutiques, les payeurs, les mutualités, les INAMI, les académiciens, les médecins et certainement de plus en plus les patients, comme nous allons le voir aujourd'hui. Je pense que c'est pour déterminer quelles sont les aires thérapeutiques qui doivent être abordées, les éléments importants pour la recherche clinique, mais aussi pharmacoéconomique, pour décrire les incertitudes, c'est-à-dire les réussites et les échecs, malheureusement, de décrire clairement aussi quelle population est touchée et ciblée par un nouveau programme de soins. Et je pense aussi qu'il faut essayer d'être dans plusieurs pays ensemble de façon à pouvoir aborder les choses. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé notre ministre de la Santé publique en faisant cette alliance entre petits pays pour discuter avec les firmes pharmaceutiques. Je crois que c'est un élément tout à fait important. Je pense que les conventions telles qu'elles sont établies aujourd'hui dans l'ancien article 80, aujourd'hui article 111 à 112, permet ces accords provisoires, permettent de ce risk sharing. Ça a été d'ailleurs
un succès pour un certain nombre de médicaments qui ont permis cette accessibilité à ces médicaments alors qu'ils ne l'étaient pas précédemment. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens, peut-être avec plus de transparence comme c'est réclamé par beaucoup, mais certainement avec un avenir important. Alors, je crois que le futur est ce que nous en ferons pour créer une accessibilité la plus grande possible pour nos patients aux médicaments innovants. Je vous remercie.